bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien profité de votre week-end de Pâques, que vous avez pu un petit peu vous régaler avec du chocolat, j'imagine, en tout cas comme moi. Et voilà, nouvelle semaine qui démarre, donc semaine un petit peu plus courte pour tout le monde, je pense, sauf ceux qui ont dû bosser le jour férié. Et avant de démarrer, alors je vais vous parler de 3 sujets différents dans ce podcast. On va parler de microbiote, relation intestin-cerveau. On va parler de vitamine D dans les aliments et on va également parler de tout le monde qui pourrait manger végétarien, vegan ou autre, une approche alimentaire plus végétale. Donc avant de démarrer, comme je disais, pour ceux qui n'ont pas vu, allez voir dans votre boîte mail, et si vous ne l'avez pas eu dans la boîte mail, allez voir sur le site directement ou dans les notes là, du podcast, de l'émission. J'ai sorti un cours qui s'appelle exactement, le titre, c'est comme ça au moins vous pouvez le retrouver, c'est comment calmer la faim pendant un régime, donc la faim, l'appétit en fait, et on va voir ensemble l'histoire des protéines qui pourraient ou non couper la faim, parce qu'il y a des nouvelles notions là-dessus. Il y a les rythmes hormonaux aussi en fonction de l'heure de vos repas, le sommeil, la bonne méthode anti-faim, le chaud et le froid, et l'appétit, des outils concrets pour réduire la faim dès aujourd'hui, donc qui ont des effets immédiats en fait sur l'appétit. Et donc voilà, vous avez le cours vidéo, vous avez le PDF avec les notes. Le but étant d'avoir le maximum de théorie et de données scientifiques, plus après des choses à mettre en place au quotidien. Pas que de l'information brute comme ça, à vous laisser vous dépatouiller, mais aussi des applications pratiques. C'est ça le but, pour que vous puissiez vous aussi mettre ces réflexes dans votre quotidien. Voilà, donc le lien, si vous avez parfois, je sais pas moi, l'appétit un petit peu décuplé quand vous commencez à vous mettre un peu à la diète avec les beaux jours qui arrivent, eh bien allez voir ça, vous aurez des nouveaux outils cette année pour tenir mieux et plus facilement. Voilà. Alors, premier sujet, décryptage d'un dialogue, alors comme ils disent, décryptage d'un dialogue direct entre le microbiote intestinal et le cerveau. Donc c'est par l'INSERM, dans la catégorie neurosciences, sciences cognitives, neurologie, psychiatrie, physiopathologie, métabolisme et nutrition. Donc leur en-tête d'article, c'est des produits dérivés du microbiote intestinal se retrouvent dans la circulation sanguine et modulent les processus physiologiques de l'hôte, donc de l'individu, tels que l'immunité, le métabolisme et les fonctions cérébrales. Des scientifiques de l'Institut Pasteur, organisme de recherche partenaire d'Université Paris-Cité, de l'INSERM et du CNRS ont découvert dans un modèle animal que des neurones de l'hypothalamus détectent directement les variations de l'activité bactérienne et adaptent l'appétit et la température corporelle en conséquence. Ces résultats montrent l'existence d'un dialogue direct entre le microbiote intestinal et le cerveau, une découverte qui pourrait être exploitée pour de nouvelles approches thérapeutiques contre les troubles métaboliques tels que le diabète ou l'obésité. Donc ces résultats, ils seront publiés dans Science le 15 avril 2022. Alors, ils expliquent un petit peu, ils détaillent, etc. Donc il disait que là, par rapport à la recherche qu'il y avait actuellement, il disait que les données ne permettaient pas encore de conclure un rapport direct entre le fonctionnement des neurones du cerveau et l'activité bactérienne de l'intestin. Et donc du coup, cette étude a montré qu'il y en avait qu'il y avait un lien, quoi. Et ils ont un peu observé un petit peu ce qui se passait par rapport au poids. Donc ils disent, grâce à des techniques d'imagerie cérébrale, les scientifiques ont tout d'abord observé chez la souris que le récepteur, alors NOD2, est exprimé par des neurones de différentes régions du cerveau, et en particulier dans un centre nommé l'hypothalamus. Ils ont ensuite découvert que ces mêmes neurones voient leur activité électrique réprimée lorsqu'ils rencontrent des muropeptides bactériens, issus de l'intestin. Les muropeptides sont libérés par les bactéries lorsqu'elles prolifèrent.
Donc ils disent que les muropeptides présents dans l'intestin, le sang et le cerveau sont considérés comme les marqueurs de la prolifération bactérienne. Donc ça veut dire que en fait, c'est une preuve pour eux qu'il y a un lien en fait entre ces bactéries et ce qui se passe dans le cerveau, quoi. Donc chose étonnante, les scientifiques ont montré ici que ce sont les neurones qui perçoivent directement les muropeptides bactériens, alors que cette tâche est généralement dévolue aux cellules du système immunitaire. Il est stupéfiant de découvrir que les fragments bactériens agissent directement sur un centre nerveux aussi stratégique que l'hypothalamus, connu pour gérer les fonctions vitales, comme la température corporelle, la reproduction, la faim ou la soif. Donc c'est intéressant de voir les effets de base, en fait, tout simplement. Donc commente Pierre-Marie Liédot. Alors Pierre-Marie Liédot, chercheur CNRS et responsable de l'unité de perception et mémoire à l'Institut Pasteur, je vous en avais déjà parlé il y a pas mal d'années dans un podcast. C'est une personne que j'admire, alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le terme admirer, mais en tout cas j'aime beaucoup son travail. Il a quelques conférences sur YouTube. Je l'avais interrogé sur un sujet par mail et je lui avais demandé si on pouvait s'appeler. On avait réussi à avoir un rapide entretien à la fin de sa journée de travail. On avait pu échanger pendant 30-40 minutes. C'était passionnant, c'était vraiment passionnant. On avait bien échangé là-dessus, et enfin pas sur ce sujet en question, c'était sur un autre sujet à l'époque, puisqu'on n'était pas là-dessus. Mais on voit bien, donc fini de l'éloge entre guillemets, on voit bien quand même que cette relation bactérienne en fait entre notre intestin, et enfin l'intestin globalement, et les fonctions vitales comme la température corporelle, la reproduction, la faim ou la soif, ce sont quand même des impacts majeurs, si ce n'est des impacts de vie. C'est vrai qu'on aimerait tous que ça agisse sur d'autres choses, mais là ça agit quand même sur des choses fondamentales. La soif, la faim, la reproduction, donc le système reproducteur, et la température corporelle, donc typiquement aussi un lien métabolique, quoi. Donc, et c'est là où en fait on voit que c'est intéressant, ça devient intéressant, et donc du coup ça vient tuer toutes les approches alimentaires qui font que compter les calories, mais qui ne se soucient pas de la qualité alimentaire. C'est-à-dire qu'on voit bien que là, on ne parle plus de calories, on parle réellement de nature des aliments qu'on vient consommer. Donc prébiotiques, plutôt type fibres, et probiotiques, plutôt une alimentation contenant entre guillemets des souches bactériennes qui vont pouvoir proliférer dans les intestins, et donc du coup peupler positivement notre microbiote. Et on peut plus, quand on a ce genre de données, on ne peut plus suivre, enfin en tout cas on ne peut plus se dire rationnellement que c'est pareil de manger 2 diètes différentes à partir du moment où elles ont le même nombre de calories, elles auront le même résultat. Faux. C'est encore une preuve que le contenu de l'assiette, peu importe l'apport calorique, le contenu de l'assiette vient modifier clairement les réactions. Les réactions au niveau de l'hypothalamus notamment, qui va dicter nos comportements. Et également dicter physiologiquement des choses qui sortent du domaine de la volonté en fait. Ça sera pas involontairement. Voilà. Donc ainsi, les neurones semblent détecter l'activité bactérienne, la prolifération et la mort pour mesurer directement l'impact de la prise alimentaire sur l'écosystème intestinal. Il est possible qu'une prise alimentaire excessive ou un aliment particulier favorise l'expansion exagérée de certaines bactéries ou de pathogènes et mette ainsi en danger l'équilibre intestinal. Donc là, c'est ce que souligne Gérald Eberl, responsable de l'unité micro-environnement et immunité à l'Institut Pasteur. Donc ils disent, étant donné l'impact des muropeptides sur les neurones de l'hypothalamus et le métabolisme, on peut s'interroger sur leur rôle dans d'autres fonctions du cerveau et ainsi comprendre l'association entre certaines maladies du cerveau et les variants génétiques de NO2. Cette découverte ouvre la voie à de nouveaux projets interdisciplinaires pour les 3 équipes de recherche et à terme à de nouvelles approches thérapeutiques contre les maladies du cerveau ou les maladies métaboliques comme le diabète et l'obésité. Voilà donc pour ce sujet.
Deuxième sujet qui est sur lanutrition.fr, un article de qui ? Alors, qui a écrit cet article, s'il vous plaît ? Alors, c'est Sarah Amiri, que j'ai déjà cité pas mal de fois dans le podcast. Le titre du post de l'article, c'est « Tout le monde peut manger végétal », avec comme introduction que vous soyez végétarien, végétalien, vegan ou en passe de le devenir. Alors il parle de la meilleure façon de manger végétal et la référence à posséder, donc petite publicité il donne là, puisque c'est eux qui le produisent, le bouquin j'imagine. Une bible pratique écrite par un scientifique et une diététicienne nutritionniste. Alors, les deux personnes interrogées, là, parce qu'il y a une forme d'interview dans l'article, c'est Fabien Badariotti et Léa Lebrun, qui sont chacun, ils ont une spécialité dans la nutrition. Voilà. Alors, lui, il est, ayant appris que j'avais un passé de chercheur et que je suis professeur de sciences, donc chercheur et professeur de sciences, pour Fabien, et je pense que Léa Lebrun est diététicienne, voilà, c'est ça. Alors, je vais prendre quelques questions qui me paraissaient intéressantes. Alors, selon vous, d'où vient l'essor de l'alimentation végétale ? Alors, ils disent, je crois que c'est la conjonction de plusieurs choses. D'abord, pour la préoccupation écologique qui pousse un maximum de gens à réduire tout ou partie de leur consommation de produits d'origine animale. Donc ils disent que c'est plutôt une démarche écologique que éthique, alors effectivement pour beaucoup. La première question, là, quels sont les effets de cette alimentation à long terme ? Le végétarisme et le végétalisme sont-ils les régimes les plus sains ? Alors ils disent que le livre n'a pas vocation à dire aux gens qu'il s'agit de la meilleure alimentation, mais plutôt montrer comment faire de cette alimentation quelque chose de sain. Donc nous avons aujourd'hui des données qui ne sont pas vraiment transposables à la population française, car ce sont des données sur des populations particulières, souvent végétaliennes pour des raisons religieuses. Elles ont aussi un mode et une hygiène de vie pas du tout représentatifs de la population française. Dans ces populations, cette alimentation semble viable et même meilleure pour la santé, car elles se jouissent de la meilleure espérance de vie avec une faible incidence de maladies chroniques, mais il faut être prudent dans cette interprétation. Globalement, dans la littérature, aucune donnée ne montre un danger particulier, mais aucune donnée ne pousse à recommander le zéro produit d'origine animale, pour la santé en tout cas. Et là, en fait, c'est là où ça devient intéressant. J'ai beaucoup aimé cette question parce qu'ils ont été relativement honnêtes dans leurs réponses. Et donc là, c'est la première partie de la réponse, c'est la diététicienne qui fait cette réponse. Je trouve ça assez honnête quand on sort un livre sur ce sujet, d'avoir une réponse de ce type-là. La question était, tout le monde peut-il suivre ces régimes alimentaires, donc les régimes véganes, végétariens et compagnie. Alors, les recommandations, ils disent, du livre s'adressent uniquement aux adultes en bonne santé. Car les autres populations, les enfants, les femmes enceintes ou allaitantes, les sportifs et les personnes âgées ont des besoins spécifiques, protéines, fer, calcium, qui nécessitent des adaptations spécifiques. Donc c'est là où c'est intéressant, encore une fois, de voir, et moi je le vois très régulièrement avec les personnes avec qui je peux discuter, le sport vous fait basculer dans un domaine spécifique. Ce qui est intéressant, c'est de voir quelle est une population en bonne santé. Dans notre tête, à nous, c'est forcément que dans l'équation, il y a la dimension sport. On n'imagine pas qu'un individu puisse être en bonne santé sans avoir une activité physique X ou Y. Alors si, on peut le voir, si jamais, par exemple, c'est quelqu'un qui a un travail actif. Mais on a du mal à se dire qu'il existe des personnes sédentaires en bonne santé. Dans notre mode de raisonnement, en tout cas dans le mien, j'ai du mal à me dire qu'une personne qui est assise toute la journée, qui fout rien de son corps, de ses muscles, en gros, pas forcément avec des haltères, mais globalement dans sa vie de tous les jours, que ses muscles sont peu sollicités, on a du mal à penser que la bonne santé peut être présente. Mais à l'inverse, on peut voir également que finalement, si c'est déconseillé, si c'est bien sauf pour les enfants, les femmes enceintes ou allaitantes, les sportifs ou les personnes âgées, en fait, ça concerne uniquement les adultes non sportifs et personnes âgées. À partir de quel âge on se définit comme personne âgée ? Si on part du point de vue de la retraite, ce qui me paraît un peu dur à dire, mais on va dire soit au-delà de 60 ans, quoi, en gros.
Donc, personnes âgées, ça se comprend, puisqu'il y a un besoin protéique lié à la sarcopénie, donc la perte de masse musculaire liée à l'âge. Donc, moins de perte masse musculaire. Si on réduit la perte de masse musculaire, donc si on empêche de perdre trop de muscles quand on avance en âge, on va dire, eh ben ce sera moins de blessures et ça sera plus d'indépendance en fait. C'est ça, parce que de vieillir en meilleure santé, quoi. Donc on voit finalement que c'est pour une partie de la vie d'adulte, mais pas toute, que c'est intéressant, et que si vous êtes sportif, et à mon sens, plus vous allez être sportif, intense, plus ça va devenir déraisonnable. Alors vous verrez toujours des gens qui y arrivent. Attention, on a toujours à regarder les gens qui y arrivent et oublier tous ceux qui ont échoué. Moi, la problématique que je vois là, c'est dès qu'il y a le souci esthétique. C'est vrai que quand on cherche à avoir un bon apport protéique et d'essayer d'avoir une maîtrise sur les glucides, les protéines et les lipides, alors les lipides, c'est facile de les gérer avec une approche végétarienne, végétalienne, il n'y a pas de problème. Mais par contre, de gérer exactement les glucides et les protéines, c'est plus complexe parce qu'une grosse partie des protéines, voire quasiment l'intégralité des protéines végétales, je dis bien quasiment, il y a des exceptions, sont des protéines, sont des aliments qui apportent à la fois protéines et à la fois glucides. Donc c'est dur de scinder les deux sans tomber dans les poudres de protéines végétales, etc. Donc c'est là où ça me pose un problème pour les sports type musculation, plus sèche, etc. Alors pour les végétariens, c'est différent parce qu'ils peuvent manger des œufs, des produits laitiers, donc des protéines. Ils peuvent avoir des protéines maigres s'ils veulent, s'ils prennent que le blanc d'œuf, des choses comme ça. Mais pour les personnes qui sont vraiment végétaliennes, donc qui ont pas de produits animaux et pas de dérivés de produits animaux, ça devient plus compliqué. Mais bon, elle dit tout le monde peut s'y mettre car les plantes renferment tous les nutriments et micronutriments dont le corps a besoin. Aujourd'hui, notre culture facilite la consommation de produits animaux et la couverture de nos besoins par ces mêmes produits, et toute la campagne nutritionnelle, notamment celle du PNNS, vont dans ce sens-là. Alors quand on est végétalien, on n'a pas forcément toute cette réassurance de la part des pouvoirs publics. C'est pour cela qu'il faut faire d'autant plus attention à être bien enseigné avant de se lancer. En fait, là, par exemple, il y a une étude de l'INRAE, alors maintenant on dit comme ça, suggère que servir aux enfants des repas végétariens 3 fois par semaine et du poisson et de la viande blanche aux 2 autres repas de midi, alors pour le midi, j'imagine, est une piste intéressante pour concilier bonne nutrition et respect de l'environnement. Qu'en pensez-vous ? Alors la nutritionniste dit actuellement c'est un repas végétarien par semaine qui est servi dans les cantines scolaires, donc oui, on peut sans problème augmenter à 3 repas sans modifier la couverture des besoins. Le problème, c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'enjeux politiques et financiers derrière la restauration collective. Il faut aussi savoir que les foyers où l'on mange le plus de viande et le moins d'aliments d'origine végétale sont ceux qui sont les plus précaires. On a tendance à croire le contraire car les produits animaux et notamment la viande sont associés à la richesse, mais ils sont de plus en plus accessibles économiquement. Alors, oui, je suis d'accord, mais en fait, ça c'est vrai quand on englobe la viande transformée, bas prix et les plats préparés à l'intérieur de la viande. Si, comme moi, on parle de viande uniquement de viande, quand il y a que de la viande non retouchée par l'homme, le steak, le poulet, le porc, enfin voilà quoi, le veau, etc. Ou est-ce que dans cette viande, on parle de charcuterie, on parle de barquettes toutes faites de hachis parmentier? Là, c'est différent. Parce qu'on a tous déjà vu, par exemple, au rayon surgelé, vous avez les steaks hachés, donc les bio très chers, les 5% relativement chers, les marques X ou Y un peu chères, puis après vous avez la marque du magasin un peu moins chère, et puis après vous avez un truc qu'ils n'appellent plus steak, qu'ils appellent burger. Alors c'est pas des hamburgers, mais burgers. Et en fait, ils ont pas le droit d'appeler ça de la viande parce que c'est plus vraiment de la viande. Je crois que de mémoire, c'est des protéines reconstituées plus un peu de viande, mais le pourcentage de viande est tellement faible qu'ils n'ont plus le droit de dire steak. Donc ils disent burger. Donc si à l'intérieur de la viande, ils incluent ça, effectivement, non, pas bon. Pas bonne source de viande, quoi. Je suis d'accord totalement avec cette diététicienne. Donc après, pour les enfants, écoutez, moi je suis pas spécialiste de la nutrition des enfants, donc s'ils disent que ça passe, alors ils parlent au niveau écologique, l'INRAE. Faudrait voir au niveau santé.
Se procure-t-on suffisamment de protéines en mangeant végétarien ou végétalien? Donc ça, c'est une autre question. Alors, le risque de manquer de protéines lorsqu'on a une alimentation exclusive végétale serait le résultat d'un manque de variété ou d'un manque de calories. Souvent, les personnes qui manqueraient de protéines seraient des gens qui seraient trop, finalement, au régime, ils mangeraient pas assez. Tant que toutes les familles d'aliments sont présentes en quantité suffisante, notamment les légumineuses, ce risque est faible. Pour certaines populations, comme les sportifs de haut niveau, il faudra bien être attentif à cet apport calorique. Oui, et qui plus est, encore une fois, si ça n'est pas si c'est un sport il faut être très pointu sur ça. Si ce sont des personnes qui ont tendance à pas prendre facilement du gras, etc., de manger à haute dose, donc beaucoup de calories, de légumineuses et tout, beaucoup, je parle pas un peu, je parle vraiment beaucoup. Le sportif de haut niveau il mange pas 2000 calories, il mange pas 3000 calories, il mange plus que ça encore. Donc c'est pour être cohérent, parce que là, je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent qui vont me dire, oulala, c'est parce que je mange trop de légumineuses que j'ai encore du gras. C'est toujours compliqué, comme je disais tout à l'heure, je vais pas me répéter, de scinder en fait les protéines des glucides quand on a une approche végétalienne. Mais en mangeant végétarien, de toute façon, avec les œufs, on peut très rapidement tamponner ça. En effet, le débat, ils disent là, alors là, c'est l'autre personne qui parle, le chercheur. Le débat sur les protéines est biaisé pour des raisons historiques un peu compliquées. Pour promouvoir la consommation de viande, certains organismes ont mis en avant le fait qu'elle renferme des protéines. Bah oui. Donc on a dans la culture générale populaire française une association entre protéines et viande, alors que les protéines sont présentes dans de nombreuses autres catégories d'aliments. Oui. Oui. Lorsqu'on rentre dans les détails des chiffres et des études, comme on l'a fait pour ce livre, on se rend compte que, par exemple, pour les enfants, il est impossible de manquer de protéines à ces âges-là, car on a un apport très important lié à une dépense calorique très forte, sauf à manger particulièrement déséquilibré. Par exemple, dans le cas d'une personne qui ne consomme pas de légumineuses, qui a un niveau d'activité très bas, se procure donc très peu de calories. Le seul point d'interrogation se pose pour les personnes âgées très sédentaires. Donc ça, c'est voilà leur point de vue. Alors après, il parle des carences. Rapidement, beaucoup de végétaliens se supplémentent en spiruline pour sa teneur en vitamine B12. Donc il dit qu'elle contient une forme de B12 analogue. Moi, après, je dirais juste aux gens qui ont cette approche-là, moi qui ai lu un peu les études, faites attention, alors la B12 effectivement, mais faites également attention au collagène, parce que certes, vous pourrez retrouver du collagène marin, du collagène végétal et tout ça, il y a des gens qui vont vous le vendre, mais ce qui fonctionne le mieux, c'est le collagène d'origine animale. Et si vous ne mangez pas de viande, et qui plus est de viande grasse, vous rongez un peu l'os à moelle, vous allez manquer de collagène. Le collagène participe à la structure des tendons, de la peau, et pas que, de tous les muscles aussi. Et donc du coup, c'est une première carence à avoir en tête quand on ne mange pas de produits d'origine animale type viande. Deuxième chose, la viande étant extrêmement non, mais disons elle apporte de la créatine. De se passer de créatine, donc de manquer de créatine au niveau cérébral, c'est pas intéressant, et même au niveau cardiovasculaire. Ça a été montré que ceux qui manquent de créatine ont une moins bonne santé cardio. Alors ça veut pas dire de consommer des suppléments de créatine, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais de la créatine naturellement présente dans la viande. Ça peut avoir des impacts négatifs, et ce qu'on sait depuis quelque temps, notamment, c'est au niveau cérébral, de l'énergie cérébrale, de la bonne santé du cerveau entre guillemets quoi. Eh bien, ces deux carences, je ne les vois que très rarement mises en lumière dans ces approches alimentaires. Donc, il faut juste l'avoir en tête que au-delà de la B12, il y a également le collagène et la créatine. Voilà. Bon, il y en a certainement d'autres, mais pour l'instant, moi, c'est celles qui me viennent en tête naturellement quand je lis ça. Donc, moi, je suis plutôt d'accord en fait avec ce qui est résumé ici dans l'interview. C'est vrai que si moi je faisais pas de sport, que j'étais plutôt type sédentaire, etc., d'âge moyen, on va dire, adulte d'âge moyen, une approche beaucoup plus végétale
poserait pas trop de problèmes, étant donné que mes besoins protéiques seraient pas super élevés, étant donné que je viendrais pas défoncer mes muscles 5 à 6 fois par semaine, donc les besoins en apport protéique seraient moins importants. Mais après, à partir du moment où on bascule dans un sport, et qui plus est un sport où on vient demander aux cellules musculaires, aux fibres musculaires de se régénérer et se réparer très régulièrement, il faut commencer à être un petit peu plus prudent pour pas que justement l'approche qui avait pour but d'être mieux pour la santé devienne en fait vienne détériorer, je vais pas dire la santé, mais vienne empêcher de bien récupérer. Donc et moi je dis toujours aux gens, c'est pas parce que vous mangez de la viande que ça vous empêche de manger plein de végétales. Vous pouvez avoir une approche majoritairement végétale tout en ayant des protéines animales. Il suffit juste de manger plein de légumes et plein de produits d'origine végétale. Alors il y en a qui vont me dire c'est pas très écolo, j'en sais rien, mais en tout cas pour les bienfaits santé, moi je suis pas très fort en écologie personnellement, j'ai pas donné les 15 dernières années de ma vie à chercher ce qui se passait au niveau écologique. Par contre, je l'ai fait pour la nutrition, en tout cas liée au fitness. Et de manger énormément de végétaux, vous verrez que vous y gagnerez. Et ça ne vous oblige pas à enlever la viande. C'est pas parce que vous vous mettez à manger des légumineuses que vous enlevez la viande. Vous pouvez très bien réduire un peu votre consommation de viande et pas manger du steak du matin au soir, mais en avoir quand même un petit peu. Moi, c'est plutôt l'approche que j'essaye d'avoir. Alors, je suis pas du tout végétarien. Je suis pas non plus flexitarien parce que j'en mange trop souvent. Mais on va dire que j'ai une dominante œuf, poisson et viande. La viande, c'est ce que je mange le moins en fait. Je mange énormément de poisson, quasiment tous les midis c'est du poisson, ou des fruits de mer, des choses comme ça. Le matin des œufs, et la viande, ça va être déjà un tiers des repas quoi. Donc globalement, c'est pas 100% des repas. Mais ça, on peut compenser ça un petit peu en augmentant, par exemple, si vous avez des glucides à consommer dans votre ratio, vous pouvez mettre des légumineuses, parce que les légumineuses vont vous permettre de le réduire légèrement la protéine animale. Donc au lieu d'avoir, 150 ou 200 grammes de viande, vous pouvez en avoir que 100. Et les légumineuses, ça vous permettra de tamponner un petit peu le déficit protéique avec des protéines végétales et d'avoir une source de glucides aussi de bonne qualité, quoi. Donc il faut jamais voir la nutrition en noir ou blanc. C'est pas parce que vous arrêtez de manger de la viande que vous êtes obligé, que vous mangez de la viande, que vous êtes pas à manger des légumes et vice versa quoi. Il faut être souple parce que des choses obligatoires comme ça, obligatoires ou de se forcer comme ça tôt ou tard. Comme disait, je sais plus qui c'est qui disait ça, tôt ou tard tout le monde finit avec un régime, tout le monde finit par se goinfrer un jour ou l'autre. Donc là, le sujet suivant, c'est sur la vitamine D. Alors ça nous concerne pas nous, c'est ça qui est dommage, mais bon, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir un petit peu le discours ambiant, comme quoi une crise comme le Covid a pu secouer un petit peu le cocotier dans certains pays, par exemple le Royaume-Uni, qui envisage d'enrichir les aliments et favoriser la prise de suppléments de vitamine D. Donc le gouvernement britannique veut s'attaquer au déficit, facteur de fragilité osseuse. Donc il dit, le ministère de la Santé du Royaume-Uni a annoncé le 3 avril 2022 qu'une étude avait été lancée pour savoir si les aliments et les boissons doivent être enrichis en vitamine D, afin de combler les inégalités en matière de santé. Donc Sajid Javid fait référence à des données récentes montrant qu'environ un adulte sur 6 au Royaume-Uni a de faibles niveaux de vitamine D, une carence qui peut conduire au rachitisme, à l'ostéomalacie, et à d'autres troubles osseux. Le gouvernement britannique pourrait encourager et faciliter le recours accru aux suppléments de vitamine D. Alors je pense que s'il s'agite comme ça, c'est que réellement il doit y en avoir plus d'un adulte sur 6. L'étude intervient après que le gouvernement ait choisi de ne pas répéter un programme de distribution gratuite de supplémentation de vitamine D aux personnes vulnérables qui a eu lieu l'hiver dernier. Près de 20% des enfants au Royaume-Uni ont des niveaux de vitamine D inférieurs aux recommandations gouvernementales. Donc, faut s'attendre à ce que on les retrouve dans les céréales du petit-déj déjà. Les personnes âgées sous celles qui voient peu le soleil et les membres des communautés noires et sud-asiatiques
sont également plus susceptibles d'avoir des niveaux de vitamine D faibles. Le dossier de vitamine D est supervisé par le bureau pour l'amélioration de la santé, blablabla. Alors, certains spécialistes pensent que la vitamine D pourrait jouer un rôle dans la prévention des infections, par exemple le Covid-19, et ou la prévention des formes graves, même si l'implication de la vitamine D dans l'immunité innée est bien étayée scientifiquement. Les preuves de son intérêt, contre le Covid-19 restent mitigées. Alors, ils disent que les recommandations officielles britanniques indiquent que les adultes et les enfants devraient envisager de prendre un supplément quotidien de 10 microgrammes et de vitamine D ou 400 UI entre octobre et mars. Il est conseillé au groupe à risque d'envisager la prise d'un supplément tout au long de l'année. Bon. En France, par exemple, l'ANSES recommande de se procurer 15 microgrammes de vitamine D, donc 600 UI par jour chez l'adulte. Les autorités sanitaires françaises précisent qu'il est possible d'assurer un statut satisfaisant en vitamine D par l'exposition au soleil en pratiquant une activité physique à l'air libre, par exemple, et l'alimentation. Alors en France, 30 à 80% de la population est en situation de déficit. 30 à 80%, c'est beaucoup le delta là, hein, en particulier à la saison froide. Cependant, l'ANSES n'encourage pas la prise de suppléments, précisant simplement que pour certaines populations comme les nouveau-nés, un apport supplémentaire en vitamine D est nécessaire pour assurer ce statut satisfaisant. Moi, ce qui me paraît étrange, encore une fois, on voit les différences. Peut-être que le Royaume-Uni est plus confiant envers les adultes qu'elle a en face d'elle, donc les citoyens du Royaume-Uni, parce que la vitamine D en France, elle est souvent déconseillée en supplément parce qu'il dit vous pouvez avoir des risques de surdose, non, il faut pas, il faut consulter le médecin avant, etc. On voit bien là que c'est, d'un côté, si vous voulez vous dépatouiller un peu tout seul à essayer de prendre de la vitamine D, on va vous dire non, c'est dangereux, c'est pas bien, arrêtez. Et d'un autre côté, on délègue ça à l'industrie agroalimentaire qui va nous donner un apport à l'intérieur des aliments, donc pas nous, mais au Royaume-Uni, probablement, un apport de vitamine D, par exemple, je prends un exemple, mais dans les céréales, ils estiment que les gens mangent dans la dose 40 grammes ou 80 grammes de céréales, ils auront leur dose de vitamine D. Ouais, mais si jamais vous avez affaire à une personne qui a un appétit vorace et qui prend plus de la moitié d'un paquet de céréales au petit-déj, quelle va être là, est-ce qu'il y a notion de risque, surdose en vitamine D? C'est là en fait où j'ai toujours du mal à comprendre. Moi, je pense que cette histoire de vitamine D dans l'alimentation, alors où les doses vont être tellement marginales que ça sera peanuts, ou ça sera réellement satisfaisant. Et déjà, j'attends de voir la forme de vitamine D qui va se retrouver là-dedans, parce que pour que ce soit bien conservé et tout ça, j'attends de voir. Et surtout, vous avez des risques de vous surdoser si vous allez prendre un petit cachet de vitamine D ou quelques gouttes. Et souvent, je pense que les gens qui vont chercher de la vitamine D, globalement, ce sont des gens qui se sont informés, qui savent combien. Enfin bon, voilà. Donc vous avez un risque si vous vous débrouillez tout seul. Attention, danger, le faites pas. Mais par contre, quand vous allez acheter du poisson, je sais pas ce qu'ils vont enrichir d'ailleurs, hein, ça va devenir, vous inquiétez pas, allez-y, foncez les yeux fermés, quelle que soit la dose que vous mangez, vous craignez rien. Ce qui me paraît étrange parce que il y aura forcément un apport aux 100 grammes. Donc forcément, si vous en mangez 300 grammes, vous avez plus que ce qu'il faut. C'est là où il y a une forme d'hypocrisie en fait on fait confiance à 100% à l'industrie agro, mais par contre à l'individu en tant que tel qui veut essayer de faire les choses, on lui fait pas du tout confiance. Et c'est pour ça que la vitamine D, elle était durant le Covid, non, personne n'en parlait. Enfin, si, beaucoup de monde en parlait, mais globalement, personne n'en parlait dans les recommandations, comme lavez-vous les mains et compagnie. Mais là, maintenant qu'on commence tranquillement à en sortir, il y a si ça n'est comme ça en Angleterre, il faut peut-être s'attendre à ce que ce soit le cas de plus en plus, peut-être en France aussi. Et alors moi je dis pas que c'est une mauvaise chose, hein, attention. Après faut faire attention à ce que ce soit pas comme les folates. C'est pas les folates, c'est l'acide folique, donc la B9 dans les céréales qui, je crois que c'est Julien Védesson qui avait écrit un article là-dessus, que l'acide folique cette vitamine B9 synthétique était plutôt
délicate en termes de santé long terme, surtout pour le cancer du côlon, je crois. Donc il faut pas qu'ils nous mettent une vitamine D qu'on retrouverait plus tard responsable d'un truc, parce que ça la diaboliserait d'un coup et les gens en auraient peur, alors que voilà. Mais c'est vrai que tamponner le manque de peut-être qu'il faut aussi réfléchir les bureaux et tout pour cette vitamine D. Quand je dis réfléchir les bureaux, c'est d'essayer de réfléchir. Maintenant, on travaille énormément à l'intérieur. Et peut-être que c'est au niveau architectural qu'il faut avoir une autre réflexion pour faire rentrer le soleil dans les environnements, quoi. Arrêtons de mettre peut-être des fenêtres sur les côtés, mais peut-être plus de Velux, j'en sais rien. Enfin, pour les lieux de travail, je parle, hein, pas les maisons, évidemment. Quand on habite en appartement, on va pas avoir un Velux, mais quand on a un travail, par exemple des bâtiments, des choses comme ça, souvent les gens travaillent dans des hangars. Les hangars sont totalement fermés. Ça peut être intéressant d'avoir peut-être des ouvrants, en tout cas la lumière du soleil qui passe, quoi. Voilà. Bref, c'est la fin de ce sujet. Alors, pour rappel, si vous avez envie justement de calmer votre faim pendant un régime, allez voir le lien que j'ai mis dans les notes de cette émission. Et puis, on se retrouve de l'autre côté pour une version longue. Et sinon, je vous souhaite une très bonne semaine à toutes et à tous. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.